Richard et moi, cet après-midi, nous allons effectivement vous proposer les grandes lignes de notre contribution à ce numéro. Par contre, nous avons changé de titre et c'est les données qui ont parlé finalement. Donc, on ne va pas vous parler de diglossie en français, mais on va vous parler de déclencheurs présentationnels par rapport à cette position WH. Le point central de notre communication par rapport aux autres communications, c'est qu'il s'agit d'acquisition du français, c'est du français métropolitain et nous centrons nos recherches sur les WH en proposition principale. Donc on ne parlera pas d'enchâsser dans le cadre de cette présentation. Ah. Ouais, ok. Quelques grandes lignes pour commencer, puisqu'il s'agit d'acquisition et que les autres présentations ne sont pas spécialisées sur l'acquisition. On va se donner quelques points de repère sur l'aspect développemental des questions WH en français hexagonal métropolitain. Évidemment, ce qui est important lorsque l'on travaille sur l'acquisition, c'est d'avoir en ligne de mire la langue que l'enfant vise, donc sa grammaire cible. Donc, on vous parlera également de ce français informel, qui est la langue cible de ce processus acquisitionnel. Et les objectifs de nos travaux sont à la fois de rendre compte de la répartition des in situ, ex situ chez les enfants, mais également, et dans l'idéal d'une hypothèse, c'est de rendre compte également de la répartition in situ, ex situ dans la grammaire d'arrivée, donc la grammaire finale, la grammaire de l'adulte en français colloquial. Quelques mots sur notre méthode. Nous nous basons sur un corpus de production enfantine recueilli dans une école maternelle pendant 3 ans. Donc, je vous donnerai quelques détails sur cette base de données. Et nous procédons par analyse statistique de ces données appelées semi-spontanées. Pour la présentation d'aujourd'hui, on va focaliser sur quelques-uns de nos premiers résultats statistiques, à savoir la distribution des questions WH en fonction de la position de l'élément WH, in situ versus ex situ. Évidemment, on va se donner une première idée du corpus dans sa globalité sur la répartition de ces deux positions chez les enfants pendant ces 3 années de maternelle. On discutera également de la position in situ, notamment par rapport On a un problème de son, excusez-moi de vous interrompre. Enfin, de mon côté, je ne vous entends pas, ou je vous entends très mal. Très mal. C'est mieux, c'est parfait. C'est mieux, donc bon. Je vais parler comme ça. Par rapport à nos résultats, donc des premiers résultats sur la répartition in situ, ex situ de façon générale. Puis on va regarder la répartition des in situ, ex situ par rapport à une hypothèse que nous avons déjà formulée avec Richard, l'hypothèse de la forme des verbes. Et on va regarder une tripartition verbale, ce que l'on appelle fixed B, c'est-à-dire les présentatifs C, dont on a parlé ce matin, puis les formes libres avec le verbe être, et enfin toutes les autres formes verbales qui sont des formes libres également. On regardera également ce qui se passe au niveau de la répartition in situ, ex situ par rapport à la catégorie grammaticale des éléments WH, puisqu'il y a beaucoup de travaux dans la littérature sur une asymétrie de la position de l'élément interrogatif en fonction de sa catégorie grammaticale, donc argument versus adjoint. Richard vous parlera, pour terminer cette série de résultats, sur les exceptions que l'on trouve dans notre corpus par rapport à l'hypothèse de la forme verbale. Et on terminera donc évidemment avec des conclusions et une discussion autour de ces premiers résultats. Quelques mots d'introduction donc sur les questions WH et l'aspect acquisitionnel de ces questions en français hexagonal métropolitain. Les premières questions WH émergent à l'âge d'environ 2 ans. Elles comportent le plus souvent la copule est à la 3e personne du singulier et l'élément interrogatif ou. D'une façon générale, les corpus sont d'accord sur la question et chez les jeunes enfants, on trouve plutôt davantage
de in situ dans cette première production, mais on constate quand même qu'il y a une très grande variabilité individuelle dans ces productions, comme on peut le voir dans ce tableau. On a des pourcentages de in situ qui varient quand même pas mal d'un enfant à un autre, dans le cadre de productions considérées comme naturelles ou semi-naturelles. Et il faut savoir que dans tout ce qui est expérimental, les taux sont également différents, avec davantage de ex situ que de in situ lorsqu'on passe à de l'expérimental. Ce qui est intéressant au niveau développemental, c'est de savoir que les enfants ne produisent donc pas les mêmes patterns que les adultes dans la langue cible, en français colloquial, puisque, et là de nouveau, c'est d'une façon générale, les corpus de français adultes informels décrivent quand même une tendance à avoir plutôt plus de ex situ que de in situ. Mais là, de nouveau, les données sont extrêmement variées. Elles sont variées non seulement dans le ADS, donc Adult Directed Speech, lorsqu'un adulte parle à un autre adulte, et on trouve de la variation lorsqu'il s'agit de Child Directed Speech, lorsqu'un adulte s'adresse à un enfant. On trouve également de la variation ici. Et là, on a tendance à trouver des taux de in situ un petit peu plus élevés que lorsqu'il s'agit d'un adulte qui s'adresse à un autre adulte. Donc, beaucoup de variations dans tous les cas. Et ce que l'on remarque, c'est que d'une façon globale, le modèle enfantin n'est pas encore le modèle de la grammaire cible, donc le modèle qui est visé à la fin du développement de la grammaire. Ce que l'on trouve dans la littérature acquisitionnelle, pour rendre compte de ces deux grammaires a priori différentes, est décrit souvent en termes de compétences qui sont différentes entre les enfants et les adultes. Ces compétences peuvent être décrites comme étant spécifiques à un domaine par rapport à la syntaxe, par exemple, ou à la sémantique, mais on trouve aussi des hypothèses qui sont à l'interface de plusieurs domaines linguistiques. Par exemple, pour la syntaxe, donc une hypothèse spécifique de compétences différenciées entre enfants et adultes, il y a eu énormément de travaux fondateurs sur l'économie dérivationnelle. Donc, il a été postulé que les enfants, pour des raisons de capacité cognitive limitée, préféraient le in situ, puisque le in situ est considéré comme plus simple au niveau dérivationnel, sans avoir à déplacer d'items. Par contre, ce type d'hypothèse a été largement discuté plus récemment, puisque si on part du principe qu'il s'agit de différences de compétences de façon globale au niveau cognitif, on s'attendrait à ce que tous les enfants du monde, quelle que soit leur langue, commencent leur processus acquisitionnel avec davantage de in situ que de ex situ, ce qui n'est pas le cas notamment pour l'anglais, qui est une langue ex situ, et les jeunes anglophones commencent très tôt à produire une très grande majorité de ex situ. C'est un petit peu la même idée lorsque l'on part sur les hypothèses de la pragmatique, qui décrivent de façon différenciée l'usage que les enfants font du common ground par rapport aux adultes. Là, de nouveau, on fait appel à un développement des capacités cognitives des enfants. Et de nouveau, on s'attendrait donc à ce que tous les enfants du monde commencent avec davantage de in situ qui serait lié à cette surutilisation de ce que l'on suppose être connu de l'interlocuteur et du locuteur. Or, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Par exemple, à 4 ans, il n'y a pas de décroissance nette de la proportion in situ, ex situ. Donc, en termes de prédiction, on n'est pas dans ce qui est attendu par ce type d'hypothèse. C'est la raison pour laquelle ce qu'on vous propose aujourd'hui avec Richard, c'est une autre piste d'explication de cette répartition des in situ, ex situ chez les jeunes enfants sur la base d'une hypothèse à l'interface de la syntaxe et de la sémantique. Il y a eu des travaux sur les WH chez les adultes qui utilisent également ce même genre d'hypothèse.
à savoir la valeur informationnelle de ce que comporte un verbe. Donc la sémantique du verbe qui aurait un impact sur la syntaxe de la question WH. On trouve cette hypothèse notamment dans les travaux de Coveney. Et c'est ce que nous avons développé pour les productions enfantines, donc la verb form hypothesis dont Richard vous parlera tout à l'heure. Quelques mots sur la méthode que nous utilisons. Il s'agit donc de productions qui sont qualifiées de semi-naturelles, puisqu'on n'est pas dans un environnement complètement naturel, dans la mesure où on est dans une école et que les enfants interagissent avec un chercheur. Néanmoins, ce sont, vous voyez, des petits groupes d'enfants et les situations sont gardées les plus naturelles possibles. En général, on parlait de leurs activités à l'école, en dehors de l'école, et il y avait également des supports de livres et de jeux parce qu'un jeune enfant ne parle pas forcément beaucoup et pendant longtemps de façon spontanée, donc il faut alimenter les thématiques pour pouvoir solliciter ces jeunes enfants. Donc des interactions entre enfants et des interactions entre les enfants et le chercheur. C'est un corpus longitudinal, donc sur les 3 années de maternelle de ces jeunes enfants dans le sud de la France, avec l'enfant le plus jeune à la première session qui avait 2 ans et demi et l'enfant le plus âgé à la dernière session qui avait quasiment 6 ans. Et c'est une classe donc de 16 enfants qui a été suivie pendant ces 3 années. On peut retrouver déjà certaines de ces productions et codages sur le site de Childs, puisque tout a été transcrit et codé selon ces formats. Vous le voyez dans ce tableau, on est sur un total de 36 000 occurrences. Ça, c'est toute occurrence comprise avec ces 16 enfants. Et il y a également, pour ceux qui auraient envie d'aller voir un petit peu par rapport à tout ce dont on a parlé chez les adultes dans le français informel, il y a également des occurrences adultes. Donc le chercheur et la maîtresse et les assistantes maternelles qui interagissaient avec les enfants. Donc il y a un certain nombre d'occurrences adultes également dans ce corpus. Il a ce format-là, donc une ligne principale de transcription orthographique pour chaque production enfantine. Ensuite, une ligne de codage morphologique, donc une ligne dépendante. Tous les éléments sont codés en fonction de leur catégorie grammaticale. Et une ligne qui renvoie tous les éléments non cibles des productions enfantines. Donc, par rapport à ce qu'on disait ce matin sur les enchâssés chez les enfants, on peut extraire toutes les enchâssés non cibles grâce à cette ligne de code ici. Plus spécifiquement, en ce qui concerne les questions WH, on a testé l'indépendance des productions adultes et des productions enfantines ici. Donc, on sait que lorsque l'on étudie les productions enfantines, on n'est pas en fait en train d'étudier les productions des adultes qui ont interagi avec eux. Les deux sont bien indépendants. On va commencer avec quelque chose une vue d'ensemble, on va dire, des questions, de toutes les questions que des jeunes enfants francophones produisent entre à peu près 3 et 6 ans. Vous voyez dans le graphique, on a en tout 6 types de questions différents. Et vous voyez qu'on a 2 groupes de questions qui sont nettement séparés, donc 3 types de questions qui sont fréquentes et les 3 autres types de questions qui sont encore très largement en émergence. Le type de questions qui nous intéresse particulièrement dans cette étude, donc ce sont les finite root. On est sur des indépendantes avec un élément interrogatif, WH par exemple, où il est kélian. On a ensuite les yes-no questions, qui est également extrêmement présent. On a beaucoup de questions non verbales aussi, et on a une augmentation de ce ratio de non verbal sur les 3 années. Donc il y a des hypothèses là-dessus, mais on ne va pas s'arrêter sur ça maintenant.
Et ensuite, on a les 3 autres types de questions qui, vous voyez en bas du graphique, ne sont pas beaucoup utilisées par les jeunes enfants entre 3 et 6 ans. Donc le « est-ce que » finalement n'est pas encore utilisé à cet âge-là. Donc est-ce que les enchâssés dont on a parlé ce matin et les WH non finis. Si on avance maintenant et qu'on se recentre sur les questions WH uniquement, le corpus sans filtre comprenait un peu plus de 1000 questions WH sur 16 enfants et sur 3 années. Malheureusement, on ne peut pas garder toutes ces occurrences et il y a un travail important de nettoyage des données dans le cadre de l'étude de cette distribution in situ, ex situ, puisque évidemment, il a fallu qu'on enlève tous les éléments qui ne permettaient pas l'une ou l'autre possibilité, notamment en français. Pourquoi et en général ex situ, donc il a été sorti de ce groupe de données. On a également sorti tout ce qui concerne les questions qui, lorsque qui est sujet, puisque de nouveau l'élément qui sujet ne peut être que ex situ. On a également sorti de notre corpus toutes les structures clivées du type c'est qui que tu vois ou qui c'est que tu vois, puisque la clivée, c'est une structure syntaxique particulière et qu'on a laissé le mouvement par rapport à la clivée pour des recherches ultérieures. On a également sorti du corpus tous les éléments qui sont liés au discours, donc tous les éléments WH liés au discours, principalement toutes les variantes de quel et de lequel, puisqu'il y a énormément de travaux fondateurs sur une possible interaction entre le discourse linking et la position in situ des éléments. Donc pour éviter ce possible biais, on a sorti ces éléments-là du corpus. On a également sorti du corpus les questions très rares en maternelle qui comportaient une inversion sujet-verbe, puisque, on l'a mentionné aujourd'hui, quand on a une inversion sujet-verbe, on ne peut avoir qu'un élément ex situ. De plus, tout ce qui comporte une inversion sujet-verbe, dans le cadre de l'approche, donc finalement que l'on ne développera pas dans cet article, mais néanmoins présente à notre avis en français, l'approche diglossique sur le fait qu'il y a un français informel et un français standard. Donc l'inversion sujet-verbe, pour nous, fait partie de ce français standard que l'on n'étudie donc pas dans le cadre de cet article, puisqu'on étudie le français informel, qui est le français enfantin, et la grammaire du français vers laquelle les enfants tendent. Donc on exclut toutes ces inversions sujet-verbe. Et du coup, on exclut également toutes les autres caractéristiques qui, selon notre hypothèse de la diglossie, relèvent du français standard, notamment 2 caractéristiques qui sont d'avoir un clitique nominatif qui est réalisé sous sa forme pleine devant consonne. Comme dans l'exemple que l'on a ici, il voit quoi? On a le il qui est réalisé de façon pleine devant consonne, alors que dans tous les autres cas, le il est l'idée. Donc en français informel, le il était l'idée. Donc on a sorti, et on a une seule occurrence qui concerne cette structure particulière avec la présence d'un WH. On n'a pas eu à extraire, par exemple, de négation complète ne pas, puisque les enfants ne produisent quasiment pas ce ne. Et on a exclu les répétitions qu'un enfant fait de lui-même lorsque ces répétitions sont immédiates. Donc pas mal de nettoyage de données, puisque au final, on se retrouve avec un corpus de 718 questions WH, donc réparties sur 3 années et réparties sur 16 enfants. La distribution de ces questions se répartit comme vous pouvez le voir dans ce tableau. Donc on a 8 items WH en tout, on a des arguments, quoi, que, qui, à qui notamment.
On a des adjoints, donc surtout où et comment, et on a un certain nombre de structures syntaxiques. Ces structures syntaxiques sont organisées en fonction des verbes et en fonction de la position des éléments WH. C'est notre verb form hypothesis, en fait, que Richard va vous détailler maintenant. Merci Katerina. Alors, donc voici la verb form hypothesis. Comme Katerina l'a mentionné très rapidement tout à l'heure, dans les littératures et notamment dans les années 90, Coveney avait noté que il y avait une influence que prenait la forme du verbe sur la position du WH et en particulier une différence entre les verbes lexicaux et la copule être. Et la question que nous sommes posées dans des travaux préliminaires qui ont maintenant presque une dizaine d'années, c'était quelle est la réalité que peut recouvrir cette distinction entre verbe lexical et copule être. Et donc nous avons décidé d'explorer un petit peu plus cette hypothèse en nous fondant sur des travaux bien connus de Higgins qui distinguent phrases prédicationnelles et phrases non prédicationnelles, qui a été montré enfin, que par exemple Isabelle Roy aussi a montré être bien fonctionnelle en français sur les phrases déclaratives et qu'on peut illustrer avec le tableau que vous voyez s'afficher. Donc, vous avez un trait noir qui apparaît et donc ce trait noir correspond à la distinction de Coveney. Donc, par exemple, Paul, il aime les bananes. Ici, vous avez le verbe aimer et donc c'est un verbe lexical. Et toutes les phrases en dessous présentent la copule être. Donc, Paul est gentil, Paul c'est mon professeur d'anglais, cet homme c'est Paul, le cuisinier c'est Paul. Donc, on devrait avoir ces quatre derniers patterns qui fonctionnent ensemble. Maintenant, si on prend l'hypothèse de Higgins, la distribution est un petit peu différente, puisque les phrases comme 4 et 6, donc Paul, il aime les bananes, ici vous avez le fait d'aimer les bananes qui est prédiqué de pomme, et de Paul, amusant comme lapsus, Paul est gentil, donc vous avez le fait d'être gentil qui est prédiqué de Paul. Et par opposition, donc dans Paul, c'est mon professeur d'anglais, cet homme, c'est Paul, et le cuisinier, c'est Paul. Ici, vous avez une forme d'identité ou d'égalité qui est établie, par exemple, entre Paul et mon professeur d'anglais, ou entre le cuisinier et Paul. Et donc, toutes ces phrases sont, donc, dans la théorie de Higgins, non prédicationnelles, et elles ont ensuite trois sous-types de phrases non prédicationnelles, mais on ne va pas rentrer dans ce détail aujourd'hui. Et donc, comme vous voyez, grâce au trait rouge, eh bien, donc ça fait des prédictions différentes, puisque donc les verbes lexicaux et le verbe être doivent, le verbe être prédicatif, disons prédicationnel, doivent fonctionner ensemble dans cette théorie, et les trois autres verbes être doivent fonctionner ensemble également. Et il se trouve qu'en français, eh bien, cette idée est appuyée par la forme que prend le verbe être dans les phrases non prédicationnelles. Puisque dans les phrases non prédicationnelles, alors il y a énormément de variations d'un locuteur à l'autre, mais plutôt que dire Paul est mon professeur d'anglais, la forme la plus naturelle, c'est Paul c'est mon professeur d'anglais. Donc on peut insérer ce petit élément démonstratif. Voilà, qu'on a appelé, pour l'instant, on l'a étiqueté forme présentationnelle. Je reviendrai sur cette étiquette tout à l'heure. Voilà, et alors ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que dans une langue comme l'anglais, qui n'a pas cette distinction morphologique entre disons, la copule dans les phrases non prédicationnelles et la copule dans les phrases prédicationnelles, eh bien, on n'a pas non plus ce jeu in situ, ex situ. Donc, pour récapituler ce que je viens de dire,
on va analyser ce qu'on appelle la fixed B form, donc cette forme figée C très particulière en français, les formes être libre et les verbes lexicaux, et on va voir si eh bien, la forme verbe être libre fonctionne comme les verbes lexicaux ou comme les formes figées. Donc, c'est le test de la tripartition dans les questions WH. Et je laisse maintenant Katerina vous présenter nos premiers résultats. Donc, les résultats en fonction d'un certain nombre de variables. La première variable, tout simplement la répartition des questions WH en fonction de in situ versus ex situ. Vous avez ici l'étude longitudinale sur les 3 années de maternelle, avec en rouge donc le in situ, en bleu le ex situ. On voit qu'il y a une dominance de la position in situ, ce qui est attendu par rapport à tous les autres corpus enfantins de ce même âge. C'est également en relation avec l'hypothèse que l'on formule par ailleurs que le français colloquial est une langue AWH in situ, donc elle n'est pas si mixte que ça, en fin de compte. Et on se rend compte également ici qu'on assiste néanmoins à une évolution légère mais constante de la position ex situ chez ces jeunes enfants. Et évidemment, les objectifs lorsque l'on fait du développement mental, c'est d'expliquer cette répartition dans un premier temps et d'expliquer l'évolution de cette répartition. C'est ce qu'on va faire en rentrant dans le détail par rapport à la forme verbale, donc par rapport à cette tripartition, les 3 formes de verbes que Richard vient de vous mentionner. On va tester à travers un certain nombre de tests statistiques la relation qu'il y a ou pas entre ces 3 formes verbales et la position de l'élément in situ ou ex situ, tout en tenant compte des différences individuelles, donc quantitatives et qualitatives qu'il y a chez chaque enfant. Et donc, ce sont les tests, c'est le CMH qui nous permet ça, avec McDonald pour la 3e variable individuelle au niveau des enfants. Et on va faire également des tests de taille d'effet pour vérifier les différents résultats de comparaison 2 à 2. On obtient à peu près les mêmes résultats sur les 3 années lorsque l'on compare les formes verbales 2 à 2. À savoir, lorsqu'on le regarde la forme présentationnelle C et que l'on compare la position des éléments WH avec la forme libre de être, on trouve des résultats significativement différents et la forme de présentationnelle C est davantage en lien avec la forme in situ. Si on prend la forme libre des verbes en être comparée aux autres formes libres, c'est-à-dire les formes des verbes lexicaux, là, on ne trouve pas de différence significative dans la position de l'élément WH. Si on prend le présentatif C, donc fixed B, et qu'on compare C avec les autres verbes, de nouveau, on trouve une différence significative et de nouveau, le présentatif C est relié à la forme du WH in situ. Et enfin, si on compare le présentatif C en agrégeant toutes les autres formes, c'est-à-dire toutes les formes libres, le verbe be et les verbes lexicaux, de nouveau, on trouve une différence significative dans la position de l'élément WH. Le présentatif et in situ, WH in situ, sont de nouveau reliés. Donc, ces différents tests statistiques nous permettent de formuler la conclusion suivante. C'est la forme verbale, à savoir est-ce que c'est une forme figée ou est-ce que c'est une forme libre. Et ce n'est donc pas le type de verbe, donc, qui était l'hypothèse initiale binaire verbe lexicaux versus copule be. Donc c'est la forme verbale figée versus libre qui est la variable qui discrimine par rapport à la position de l'élément WH. Typiquement, on a donc la forme figée qui favorise le in situ. C'est quoi ça?
versus les autres formes, c'est-à-dire les formes libres, que ce soit avec le verbe être ou que ce soit avec les verbes lexicaux qui favorisent les formes ex situ. Où elle est ta maison? Comment on joue à ce jeu? Donc voilà pour nos résultats sur les 3 années par rapport à l'hypothèse de la forme verbale. On se pose également la question de savoir si on peut rendre compte d'une asymétrie qui a été également très largement étudiée dans la littérature sur l'acquisition, asymétrie de la position WH entre les arguments et les adjoints, avec donc une prévalence souvent décrite des ex situ pour les adjoints. Et cette prévalence existe non seulement chez les enfants, mais également chez les adultes. L'hypothèse traditionnelle qui a été souvent proposée pour rendre compte de cette asymétrie, c'est la position du WH lorsqu'il est argument. Il est généré au même endroit que sa réponse, c'est-à-dire en position interne au VP. Et l'hypothèse, c'est que cette position interne au VP favorise le WH in situ. Le WH aurait moins de latitude pour le mouvement, en quelque sorte, contrairement aux arguments qui sont générés à l'extérieur du VP. Et notre question maintenant, c'est de savoir si notre hypothèse de la forme verbale rend également compte de cette asymétrie. La réponse, c'est oui. Pour le moment, nous avons les résultats des tests statistiques pour la première et la deuxième année, mais a priori, on devrait trouver des patterns similaires pour la troisième année. En fait, on se rend compte lorsque on étudie la distribution des arguments versus des adjoints qu'ils se répartissent en fait sur les formes libres que l'on a à gauche dans le tableau versus la forme figée C plus le WH en fonction de cette catégorie grammaticale. Donc les adverbiaux sont beaucoup plus largement utilisés dans les formes libres et les pronominaux sont plus largement utilisés avec le présentatif C. Donc cette hypothèse de la forme verbale rend également compte de cette asymétrie, mais elle en rend compte différemment. Elle dit que les adjoints sont principalement préposés, ex situ, parce qu'ils apparaissent davantage avec des formes libres que les WH arguments qui, eux, apparaissent davantage dans la structure présentative c'est quoi, c'est qui. Au niveau développemental, cette hypothèse de la forme verbale est également intéressante par rapport à cette asymétrie, puisqu'on décrit également une asymétrie entre enfants et adultes dans le sens de la distribution des in situ, ex situ. On dit que les enfants utilisent davantage de in situ que les adultes. Si on considère cette hypothèse de la forme verbale, les enfants utilisent davantage de présentatifs que les adultes. Donc cette hypothèse de la forme verbale peut également rendre compte de la différence de distribution des questions entre les enfants et les adultes. Je te repasse la main pour nos outliers. Merci. Oui, une petite note très rapide avant de passer aux exceptions et de proposer des explications. Donc, si on reprend le tableau, que vous avez, le graphe, les graphes que vous a présenté Caterina tout à l'heure, on voyait que les WH ex situ étaient augmentés de 32% en première année, 43% en troisième année. Et c'est tout à fait logique puisque dans notre hypothèse, puisque la forme présentationnelle prend de moins en moins de place au profit des verbes lexicaux et des verbes libres copule être, et donc cette augmentation des verbes lexicaux et des verbes libres être doit aussi s'accompagner d'une augmentation des WH ex situ. Donc notre prédiction semble vérifier. On est en train d'analyser un petit peu plus tout ça. Et à présent, voilà, nous aimerions nous intéresser aux exceptions.
Oui, parce que comme vous avez dû voir dans les tableaux, et comme c'est tout à fait normal dans des données naturelles ou semi-naturelles, eh bien évidemment la répartition n'est pas parfaitement équilibrée. Oui, voilà. N'est pas parfaitement équilibré puisque évidemment le tableau est un petit peu petit, mais si vous regardez le premier tableau sur cette diapositive, eh bien on va quand même trouver certains in situ avec des verbes lexicaux ou des verbes être libres, et on va trouver certains ex situ avec des formes figées C. Voilà. Alors, c'est-à-dire, vous voyez, ça représente environ 25% du corpus. Donc, 25% du corpus ne sont pas expliqués directement par l'hypothèse de la forme verbale. Donc, on a décidé pour cet article de s'intéresser dans une dernière partie à l'explication de ces outliers, de ces exceptions, et on peut formuler plusieurs hypothèses pour les expliquer. La première est que eh bien peut-être il ne s'agit pas du même type de in situ pour ces exceptions. Ah oui, alors excusez-moi, j'ai oublié de dire tout simplement, ici on ne va pas s'intéresser aux exceptions ex situ, puisque notre intérêt commun pour ce numéro spécial, c'est les in situ. Donc on se concentre sur les in situ avec les verbes lexicaux et les copules être libres. Voilà. Donc pour ces in situ, on peut faire l'hypothèse que peut-être il ne s'agit pas du même type de in situ, première hypothèse, ou deuxième hypothèse, que peut-être l'hypothèse de la forme figée doit être étendue sous un autre facteur plus général. Alors, intéressons-nous à la première hypothèse. Donc, est-ce qu'il pourrait s'agir d'un autre type de in situ? Et ici, on va s'appuyer sur les résultats de Bona 2011-2016, qui a montré qu'il y avait en français adulte, colloquial, enfin familier, trois types de WH in situ. Le premier type est un type est le type, disons, le plus neutre, voilà. On cherche une question, on cherche une réponse sans présupposition. C'est-à-dire, on présuppose qu'il y a une réponse, mais pas plus de contexte que ça. Deuxième type, on cherche toujours une réponse, hein. On ne s'intéresse pas aux questions écho, par exemple, ou aux questions rhétoriques. On cherche une réponse, mais il y a un petit peu plus de contexte, et ce sont des questions qui sont excusez-moi, présuppositionnelles partitives, et ça s'accompagne d'un contour accentuel montant-descendant sur le WH, ou le syntagme WH pour elle, puisqu'elle s'intéresse parfois au syntagme, à des syntagmes plus développés. Et le troisième type, c'est un type présuppositionnel spécifique. Alors, dans ce cas-là, il y a un ensemble donné, comme pour le présuppositionnel participe, un ensemble de réponses possibles, mais il y a un trait qui s'ajoute en plus, qui est le trait de familiarité avec ces réponses. On a déjà une certaine familiarité. Et là, il y a probablement aussi un contour intonatif particulier. Donc, explorons cette hypothèse. Est-ce que nos exceptions... bon, voilà, alors avançons. Donc, les questions de type c'est qui, donc avec la forme figée, elles relèvent très nettement dans notre corpus du type 1. Voilà, par exemple, vous avez quelqu'un qui rentre dans une pièce et l'enfant va demander c'est qui. Voilà, donc là, il n'y a pas de présupposition, d'ensemble présupposé dans notre corpus, dans ces cas-là. Ah oui. Bon, alors, les types 2 et les types 3 sont également présents dans notre corpus. Donc, par exemple, dans ces questions, alors tu dis quoi? Lui, il mange quoi? Il a mal où? Mais il va où?
Dans tous ces contextes, dans toutes ces questions, pardon, pour toutes ces questions, vous aviez à chaque fois, un contexte très net qui précède, qui donnait un ensemble d'items parmi lesquels la réponse à la question quoi ou à la question où devait être choisie, donc ce qui correspond bien au présuppositionnel partitif ou au présuppositionnel spécifique de Bonnat. Alors, malgré ça, eh bien, il reste encore d'autres questions qui ne sont pas de type 2 et type 3. Et qui ne sont pas et qui sont avec des verbes soit lexicaux, soit des copules libres être. Par exemple, là il y a quoi, là il dit quoi, et qui sont très nettement dans le corpus des questions de type 1, donc des questions information seeking très basiques, si je puis dire. Et ce qu'on a remarqué pour ces questions de type 1 exceptionnelles, c'est qu'il y a une très forte surreprésentation d'un marqueur discursif, discursif locatif, qui est le marqueur là. Et donc, on a décidé de raffiner notre hypothèse et on a supposé que ce marqueur-là jouait un rôle qui reste à déterminer encore. Vous allez voir qu'on va vous poser des choses dans l'apparition des WH in situ dans ces contextes où nous ne les attendions pas a priori. Nous avons procédé à des tests d'indépendance pour voir si le rôle de là pouvait être lié, enfin plutôt la répartition l'emplacement du WH peut être lié à la présence ou à l'absence de là, en commençant par le tableau qui est en haut à gauche avec les verbes lexicaux. Et on voit ici que effectivement le résultat statistique est significatif. Nous avons ici utilisé un test de Fisher. De la même façon, tableau en haut à droite cette fois-ci pour les copules être. Là aussi, le résultat est statistique, ce qui montre que la distribution des WH in ex situ n'est pas indépendante de la présence de là. Et si on regarde d'une autre façon ce même corpus, c'est-à-dire on regarde comment la présence de là va s'associer soit avec des exceptions, soit avec comment on dit, des gens qui sont obéissants, Des non-exceptions. voilà, des non-exceptions, et bien là aussi on voit que le test est extrêmement significatif. Alors, essayons de rentrer maintenant dans une analyse qualitative du rôle que peut avoir là dans ces questions. Donc là, eh bien, c'est tout simplement un pointeur et il se trouve qu'il y a énormément de théories du fonctionnement de là, notamment par rapport à ici, par rapport à là-bas, aussi bien dans ses emplois locatifs que dans ses emplois discursifs. Donc ici, nous présentons deux théories qui ont vu le jour dans les années 90 et qui ont été qui ont eu particulièrement de succès. Donc la théorie de Smith qui dit que là pointe vers un objet qui est en termes de traits moins loin et moins locuteur, ou la théorie de Georges Kléber qui est très différente, qui dit que là renvoie, enfin pointe vers un objet qui est accessible ou qui est déjà actif, en fait. C'est pas là qui active la présence de cet objet. L'objet doit déjà être accessible et actif dans le contexte. Alors, on ne va pas essayer ici de départager ces chercheurs, mais on va retenir les principaux traits de ces théories sur là, qui sont que là sert à attirer l'attention de l'interlocuteur et là sert à établir un lien entre deux objets.
Et il nous semble que c'est exactement ce que la copule C fait en fait. Quand on a parlé tout à l'heure de fonctions d'identification ou d'équation ou d'égalité, eh bien, c'était bien pour établir cette relation d'identité entre deux objets. Si bien que, mais là c'est vraiment du work in progress, on est en train de réfléchir au concept qui sera le plus déterminant en fait pour caractériser cette copule. Est-ce que c'est la présentation comme on disait tout à l'heure? Est-ce que c'est plutôt l'identification? Est-ce que c'est l'égalité? Donc là, c'est vraiment quelque chose auquel on est en train de réfléchir et qu'on aura bouclé pour l'article, bien sûr. Donc, si on revient à la théorie de Bona et ces trois types de WH in situ, eh bien, dans le type 1, à côté des questions en c'est qui, il faut rajouter aussi les questions qui présentent un marqueur là, comme et là, il a dit quoi. Et donc, si on essaye de généraliser, ces marqueurs C ou et là, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que expliciter ce processus de recherche de l'information dans le type le plus simple de questions WH. Alors, pour en venir à notre conclusion, donc nous avons analysé un corpus de 3 années de français enfantin et après avoir appliqué les filtres que vous a présentés Caterina, eh bien, il nous restait 718 questions. Nous avons considéré que la langue cible, c'était le français parlé tel que décrit par Bona. Et si notre analyse est correcte, les trois types que propose Bona sont présents dans le français enfantin. Alors peut-être un petit peu plus à la fin en deuxième et troisième année, mais pour l'instant c'est juste un sentiment, on n'a pas encore fait le dénombrement, donc ça c'est en cours également. Ah, très important également, donc on a vu que aussi bien dans la littérature que dans notre corpus, eh bien, il y a une surreprésentation des WH in situ qui peut être expliquée. Donc, Caterina a rappelé l'hypothèse de l'économie, mais que nous, on explique en quelque sorte par la dominance ou la domination, peut-être la domination des questions qui servent à rechercher des informations tout simples sans avoir un contexte très riche, c'est-à-dire le type 1 qu'on a défini tout à l'heure et qui qui se manifeste particulièrement clairement dans notre corpus avec le marqueur C ou le marqueur là, et donc avec ces structures, donc j'ai dit que pour l'instant on réfléchissait encore au concept ou à l'étiquette présentationnelle, identificationnelle. On a vu que ça explique les hypothèses qu'on trouve également dans la littérature entre la répartition d'arguments et d'adjoints qui ne serait en fait qu'une conséquence de notre hypothèse. Et pour finir, eh bien, quelques sujets qui nous restent encore à explorer et que on garde pour la recherche future. Le rôle du delinking qu'on a laissé de côté, comme l'a dit Caterina. Le rôle des exceptions, cette fois-ci ex situ, puisqu'on a vu qu'on avait quelques rares ex situ avec cette forme C. Et également, on aimerait bien revenir sur notre hypothèse de l'exclusivité qu'on a mise en évidence pour les WH ex situ sans est-ce que chez l'adulte, voir s'il y a un rôle, si ce trait exclusivité joue un rôle dans les WH ex situ chez l'enfant, comme ça a l'air d'être le cas à première vue.
Et voilà, j'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention. Bien, merci à vous pour cette présentation qui était vraiment intéressante comme toutes les autres, mais aussi très claire particulièrement. Alors, je n'ai pas ouvert la liste des connectés. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Sandrine. Oui, bonjour. C'est vraiment fascinant comme recherche. Merci beaucoup. Je me posais la question, en fait, vous avez mentionné que vous aviez, parmi les occurrences rejetées, il y a les occurrences clivées. Et je me demandais comment vous aviez fait la différence entre les occurrences clivées et les occurrences avec le présentatif C. C'est WH que, la présence du que par rapport à un présentatif simple. D'accord. Et puis, est-ce qu'il y aurait une influence parce que le taux chez les enfants, en fait, si je me trompe pas, on laisse tomber le complémentaire plus souvent que chez l'adulte. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien ici, justement, entre la présence du... Est-ce qu'on peut vraiment s'y fier à la présence du que ou pas? Oui, à cet âge-là, on peut assez largement se fier à la présence du que. Il n'y a pas tant d'omissions de complémentaires que ça. Donc, OK, oui, on peut se fier à ça. Oui, super. Merci beaucoup, vraiment intéressant. merci. Alexander. Merci beaucoup pour votre présentation très intéressante, Katerina et Richard. Je voudrais poser des questions. Donc, finalement, qu'est-ce que vous faites avec cette histoire du marqueur discursif locatif là? Est-ce que votre explication va dans le sens que finalement l'institut nécessite que l'objet de discours est activé quelque part? Voilà, c'est ma première question. Et la deuxième question, un petit peu déplacée, mais quand même très intéressant. À un moment donné, vous avez expliqué cette histoire de l'interrogatif à verbal, en fait. Et il me semble que vous avez dit que vous avez observé euh, que l'usage de cet interrogatif à verbal tend à accroître. Comment vous pouvez expliquer quand même aussi, parce que ce serait intéressant d'entendre votre hypothèse là-dessus. Alors, je me permets de répondre d'abord à cette question-là rapidement et ensuite je laisse la parole à Richard sur le là. Pour l'augmentation de la proportion des interrogatifs non verbales, l'hypothèse pour le moment, mais c'est encore à vérifier vraiment dans le corpus, c'est que les enfants interagissent de plus en plus entre eux, donc d'enfant à enfant, ce qui n'était pas forcément le cas en première année. Donc les enfants n'interagissent pas beaucoup les uns avec les autres, spontanément, lorsqu'ils ont 3-4 ans. Et à force de socialisation et de se connaître aussi sur ces 3 années de maternelle, mon hypothèse, c'est qu'il y a davantage d'interactions enfant-enfant en deuxième et en troisième année de maternelle qu'il n'y en a en première année. Et je ferai un lien entre l'augmentation des interactions d'enfant à enfant qui prennent donc moins la peine de faire des structures syntaxiques complètes, verbales, et qui se posent donc, et qui, d'après l'hypothèse, se poseraient donc davantage de questions non verbales lorsqu'il s'adresse à un enfant plutôt qu'à un adulte. Mais donc, hypothèse à vérifier, qu'on peut vérifier dans le corpus pour voir à qui les enfants s'adressent et s'il y a une évolution de la personne à laquelle ils s'adressent, s'ils formulent davantage de questions entre eux ou envers les adultes au fil des années. Mhm. D'accord. Et pour revenir donc sur le là, merci pour votre question parce que c'est vrai que ça me permet aussi de clarifier ce que j'ai dit, puis ça peut avoir semblé aussi contradictoire puisque j'ai dit que avec le là, il fallait que quelque chose soit actif et avant j'ai dit c'est des questions de type 1, donc des questions où le contexte est assez pauvre finalement. Donc en fait, ce qui est actif dans la question de là, avec là, c'est par exemple un topic. Donc alors, il faudrait reprendre peut-être reprendre la vraie question tout simplement. Ah non, bah donc par exemple, et là il dit quoi? Eh bien, souvent il y a un personnage. Donc par exemple, et là il dit quoi? L'ours.
dans une histoire. Et donc, c'est l'ours qui va être actif. En revanche, l'ensemble des réponses possibles, lui, ne va pas être actif. Voilà. D'accord, mais est-ce qu'il y a alors une présupposition derrière qu'une partie des informations est déjà active? Oui, Des réponses? oui. Non, non. La réponse non, mais une partie des informations. La seule présupposition, c'est la présupposition basique pour une question d'information, c'est il doit y avoir une réponse. Voilà. En revanche, on n'a pas l'ensemble encore on n'a pas d'ensemble de réponses présupposées. D'accord. D'accord, merci. Merci beaucoup pour la question qui a permis de préciser quelque chose. Gudrun a une question. Je remets mon micro. Un grand merci, vraiment un immense merci. Je vous attendais avec impatience, comme vous imaginez, après ma présentation de ce matin. Et donc j'ai une question, en fait pas une question, une demande, effectivement. Est-ce qu'il est, parce que je connais peu en fait le Corpus Childs et c'était effectivement une plongée que je voulais faire un jour. Et comment est-ce que ce serait possible qu'on accède du coup effectivement à ces données-là, justement, juste pour les interrogatives indirectes in situ? Parce que ça m'intrigue effectivement beaucoup de voir voilà, lesquels sont là, lesquels disparaissent, comment ces éléments-là évoluent. Donc voilà, c'est une petite question très concrète pour essayer de plonger dans vos données avec grand plaisir. Avec plaisir. On peut interagir directement à ce Bien, sujet-là parce que les 2 premières années sont disponibles sur Child, mais les codes ont été modifiés, donc ce ne sont pas mes codes originaux et il n'y a pas les vidéos. Sinon, moi j'ai une version avec mes codes originaux et des balises qui lient toutes les occurrences à des vidéos, donc vous pouvez visualiser et superbe. écouter chacune des occurrences et on peut interagir directement à ce sujet-là. Avec grand plaisir, on fera des courbes intonatives. Grand merci, vraiment, sincèrement encore, vraiment. Viviane? Que je mette mon micro. Ouais, merci beaucoup pour cette présentation. Alors bon, moi j'avais juste une petite question en ce qui concerne le là et je vous demandais si ça peut pas avoir aussi une valeur temporelle. Parce qu'il me semble que souvent le là a une valeur temporelle du type maintenant et là, je suis d'accord. Voilà. Je réponds? Oui. Oui, merci pour cette question. Ça nous permet d'expliciter un peu comment on a procédé. On peut vous faire un historique en quelques secondes. Donc, au début, on s'est dit, bon, là, effectivement, il y a la valeur locative qui est la valeur de base, et puis il y a les autres valeurs. Donc, on s'est dit, bon, on enlève toutes les valeurs locatives, et puis on garde juste les autres valeurs qui sont temporelles ou voire discursives. Voilà. Sauf que, en fait, j'allais dire chez les enfants, mais peut-être aussi bien chez les adultes, c'est jamais très très clair en fait la distinction. Est-ce que c'est locatif? Est-ce que c'est temporel? Ou est-ce que c'est tout simplement fatigue? Et donc très souvent, on va avoir quelque chose du genre il dit quoi l'ours là? Et alors, il dit quoi l'ours là? Est-ce que c'est l'ours qui se trouve là? Est-ce que c'est à ce moment-là, qu'est-ce que l'ours dit? Et alors, on a aussi cherché à distinguer les là initiaux dans l'énoncé et les là finaux. Mais Ouais. c'est pareil, en fait, ils ont l'air de jouer exactement le même rôle. Donc, en fait, on a choisi de ne pas choisir et de tous les prendre. Mais donc pour répondre à ta question, oui, certains sont temporels, oui. Tu avais une idée derrière la tête, peut-être en posant cette question? Non, non, pas spécialement. Simplement que voilà, c'est une des valeurs de l'art et vous n'en avez pas parlé, c'est tout. Oui, Mais tu as je raison, oui, pense oui. qu'il faut pas Juste compléter sur la temporalité, en fait, finalement, il y a assez peu de temporalité dans le discours des enfants, en tout cas dans ce contexte-là. Ça s'est ressenti également, par exemple, avec les questions en quand. Il y a très peu de questions en quand, donc très peu d'indications et de questions sur la temporalité chez les enfants dans ces contextes-là.
Ouais, mais enfin là, c'est une temporalité présente hein, avec le là. Ça sera jamais avant, après, c'est toujours maintenant, quoi. Je sais pas bravo. Oui, mais c'était pour rebondir sur la question de la temporalité. Justement, par ailleurs, il y a assez peu d'indicateurs de temporalité dans ce contexte-là. Là. Oui. Alors moi, j'avais aussi quand même une question. Quand vous dites que bon, la forme fixe avec c'est quoi, c'est qui, etc. Donc vous considérez que c'est pas du tout la même forme in situ que les autres, c'est ça? Par rapport à Par quoi, rapport avec pardon. quand vous avez verbal. Euh, Parce que vous faites une différence, il y a une forme verbale et pas, qui est pleine ou une forme verbale qui est fixe. Mais est-ce que ça change la valeur de la question? Est-ce que c'est ça que je... Alors, je peux répondre, oui. Eh bien, en fait, ça dépend des cas, puisque du coup, on considère qu'il y a des questions de type 2, type 3. Si on reprend d'ailleurs, j'aurais pu mettre un S, si on reprend la classification de Bona. Et il y a des questions de type 1, et les questions de type 1, ça va être les mêmes que les questions c'est qui, c'est quoi. D'accord. Je croyais que vous avez pris les types de Bona jusque pour les exceptions. Alors j'ai mal compris, excusez-moi. Non, mais peut-être pas été clair ou peut-être trop rapide, voilà. Donc en fait, pour les verbes lexicaux, eux, ils ont le droit d'utiliser les trois types de WH in situ, voilà. D'accord. Y compris ceux qui sont de type 1 et qui sont c'est qui, c'est quoi, etc. C'est parce que de type 1 voulait dire qu'il n'y a pas d'influence de contexte. C'est ça que vous voulez dire, Voilà. type 1. D'accord. Alors, Flore a une question. Ah, pardon, Viviane. Juste pour que je clarifie moi-même. Donc, les types 1 sont, enfin, les séquis sont toujours du type 1 et les verbaux peuvent être du type 1 ou bien d'autres types, c'est ça? Tout à fait, mais dans les questions de recherche, à la fin, on a parlé des WH ex situ avec C, et on aurait pu aussi dire, en disant, il faudrait qu'on regarde aussi s'il y a des c'est qui iraient dans le type 2 et le type 3. Si on voulait être vraiment complet, il faut aussi qu'on fasse ça, effectivement. Mais a priori, c'est vraiment des questions très très neutres. Voilà. Mais là, la réponse doit être un peu floue, malheureusement. D'accord, d'accord. Non, non, c'est simplement, j'essayais de comprendre si vous faisiez cette hypothèse, mais en fait, vous ne la faites pas vraiment. Vous ne faites pas l'hypothèse, c'est qui, c'est quoi, cette forme fixe, elle est nécessairement du type 1. Non. D'accord, Non, non. merci. Flore a une question. Oui, c'est une question, une curiosité. Vous avez enlevé le pourquoi de votre analyse et moi j'étudie le pourquoi. Alors je voulais juste savoir si, même si vous ne l'avez pas analysé, est-ce que les enfants ils utilisent pourquoi et est-ce que ils utilisent le pourquoi ex situ vu que généralement vous avez vu qu'ils utilisent plus de in situ. Alors, les enfants utilisent très peu de questions en pourquoi. Je pourrais vous donner le compte exact, comme on les a extraites là. J'ai pas le compte sous les yeux, mais ils utilisent finalement très peu de questions en pourquoi. Et ils l'utilisent ex situ lorsqu'ils l'utilisent. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'a pas trouvé d'alternance de position de pourquoi dans le corpus. On a donc sorti les questions en pourquoi du corpus et on les a laissées de côté. Mais je pourrais vous donner le compte exact. Il n'y en a pas énormément. D'accord, parce que moi j'ai trouvé le pourquoi in situ chez les adultes, notamment, et c'est très intéressant, avec la question c'est pourquoi, avec ce c'est présentatif. Et c'est le plus commun. Donc c'est ça qui est intéressant. Les adultes le feraient et les enfants non. Mais je pense que c'est plus en relation avec le peu de fréquence du pourquoi. Puisqu'ils ne font pas beaucoup de questions en pourquoi, bon. Peut-être que c'est plus difficile à trouver. Mais chez les adultes, je les ai déjà trouvés écrits. C'est pourquoi, avec plein de points d'interrogation. Et c'est intéressant de voir aussi l'autre
possibilité de pourquoi séparé en pourquoi, Oui. qui apparaît aussi fréquemment. On n'a pas ces occurrences-là dans ce corpus. Pas encore. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui, Alexander. Ah, Alexander, une question, mais le micro est fermé. Pardon, désolé. Non? Oui, oui. Hmm. Maintenant, ça y est, ça va. Oui. Donc, tout bêtement, je voulais encore vous poser la question, mais peut-être vous n'aurez pas la réponse. Est-ce que vous vous êtes intéressé aussi à la nature du sujet, que ce soit un sujet lexical ou un sujet critique, mais après, j'imagine, c'est très difficile de trouver les sujets lexicaux dans ce genre de corpus de français informel. Alors, les enfants de maternelle, en tout cas dans ce corpus-là, ne produisent quasiment aucune phrase avec un sujet lexical non redoublé par un clitique nominatif. On est à moins de 1% de la totalité des phrases déclaratives avec un sujet lexical non redoublé par un clitique. Tout le reste, c'est soit un clitique doublé par un syntagme nominal. Ok, d'accord. Et on n'a pas donc le croisement de sujet lexical seul plus WH. Merci. Alors moi, j'aurais peut-être un commentaire aussi à faire s'il n'y a pas d'autres questions. Enfin, je suis juste impressionnée par le nombre d'occurrences que vous avez réussi à recueillir sur ces 3 années, puisque vous en avez exclu pas mal aussi. Hein, donc, voilà. Et puis, j'ai vu aussi dans mes données, dans le corpus de films que j'ai pu constituer, que le là était très présent, mais j'ai pas eu votre courage. Et voilà. Enfin, c'est vrai que souvent, moi, dans mon cas, j'ai eu l'impression que c'était plutôt un marqueur fatigue qui venait renforcer une polarité, parce que c'était plus les questions rhétoriques à valeur de critique ou de reproche que j'ai étudiées. Mais c'est vrai qu'il est très présent et que je me suis souvent posé la question s'il avait une influence sur la position du WH, mais c'est vrai, j'ai pas eu votre courage et je me suis pas encore lancée là-dedans. Mais peut-être que vous allez me donner la motivation pour le faire quand j'aurai lu votre article. Mais, On espère, hein. mais vous me donnez plein d'idées. J'ai plein d'idées là de recherche, notamment sur l'usage des interrogatives chez les enfants en français langue étrangère, parce que c'est dans ce domaine que je travaille en ce moment avec mes collègues. Mais c'est vrai que ce serait intéressant. Oui, bah, surtout par rapport à la L1 des enfants, de voir comment ça se passe donc par rapport aux patterns qu'ils ont en L1 et comment ça déborde ou pas sur la L2 et Ouais. si on continue à trouver l'influence de ces structures verbales en L2 ou pas. Effectivement, ce serait intéressant à étudier aussi. On a 10 ans de recherche devant nous. Voire plus peut-être. Ouais. C'est énorme. Plus on discute et plus on trouve de choses à... Ouais. Alors, est-ce qu'il y aurait une... Ah, Viviane a la main levée. Est-ce qu'il y a une question? Je voulais juste demander par rapport au là, s'il est plus fréquent avec les, peut-être que vous l'avez dit et que je l'ai oublié, mais avec les formes fixes qu'avec les verbaux, ou bien c'est aussi fréquent dans les deux cas? Attends, on va remettre le tableau comme ça. Ouais, vous l'avez dit. Je ne sais plus, on l'a mis avant ou après le tableau. Ah, on a même un tableau récapitulatif. Voilà, ok. Là, il y en a 13 avec les formes fixes Ouais, d'accord. et 33 avec les autres. Mais après, il faudrait relativiser ça à l'ensemble du corpus pour chacun, évidemment.
puis là, on est en train de finaliser les statistiques sur cette partie-là. Donc, on va probablement, enfin, on va pouvoir mieux expliquer ça. Oui, oui, bien sûr, hein. On aura des pourcentages, etc. Mais comme je disais, c'était la partie la plus work in progress. Donc, Et donc la question en partie, c'est est-ce qu'il y aurait une correspondance d'usage entre ces deux cas-là? entre quel cas et quel cas? Les cas de là avec le fixe B et les cas de là avec other. Oui. Mais ouais. Le fixed B, en fait, bon, le là est en quelque sorte redondant. On a deux indices qui vont dans le même sens. Le C et le là. En tout cas, nous, enfin, l'hypothèse qu'on a, c'est que effectivement, tous ceux-là, ils fonctionnent tous pareil, malgré la différence entre locatif, temporel, fatigue, etc. Ok, merci.